suis maître de conférence. Donc, c'est-à-dire que mon métier, c'est pas de faire des fouilles. C'est-à-dire, je collabore à des fouilles archéologiques, mais ce n'est pas moi. Puis plus maintenant, je ne le fais plus. Je faisais ça quand j'étais plus jeune. Et puis, quand l'âge aidant, on a de plus en plus de mal à fouiller, surtout quand c'est l'hiver ou autre. Donc, c'est vrai que moi, je ne fouille plus. Donc, je vais sur le terrain pour faire autre chose. Mais alors, une journée type, alors, on ne peut pas raisonner en termes de journée type. On va dire plutôt une année type pour quelqu'un qui pratique de l'archéologie. Alors, quand vous avez quelqu'un qui est responsable d'un chantier, alors, bien sûr, il va fouiller pendant quelques semaines, pendant quelques mois, 2 à 3 mois. Il sera responsable à la fois de l'organisation structurelle donc du chantier de fouilles, de l'évolution des fouilles archéologiques, mais il va être aussi et surtout responsable d'une équipe donc de fouilleurs. Donc ça, c'est très très important. Alors ça peut être parfois une équipe réduite de 2, 3 personnes, ça peut être parfois une équipe très importante, on va dire 10, 15, 20 personnes. Dans les deux cas, on va dire, c'est la partie du métier qui est la plus importante, savoir encadrer une équipe. Que ce soit une équipe réduite, parce qu'on reste quand même pendant 3 mois ensemble, et souvent on reste ensemble le jour, on reste ensemble le soir aussi, parce que quand vous faites de l'archéologie préventive et que, je ne sais pas moi, que c'est dans les monts d'Arrée par exemple, et que vous habitez à Rennes, ça veut dire que pendant 3 mois vous habitez là-bas avec le reste de l'équipe. Bref, il faut aimer la collectivité quand vous faites des fouilles archéologiques. Et quand vous êtes responsable justement de fouilles, il faut aussi savoir animer une équipe, diriger et animer une équipe. Donc il y a les fouilles sur le terrain. Tout dépend si les fouilles se déroulent en hiver ou si les fouilles se déroulent en été, c'est-à-dire en fonction aussi, il y a les conditions climatiques qui sont importantes. Si les fouilles se déroulent en été et qu'il fait très très chaud, vous commencerez très tôt le matin, et vous aurez un emploi du temps dans la journée qui sera particulier. Vous pourrez commencer parfois même avant 6 heures du matin pour avoir terminé à midi. Et ce qui fait que l'après-midi, vous faites autre chose parce que vous ne pouvez pas rester, je ne sais pas, moi, imaginez qu'il fasse 34 degrés, vous ne pouvez pas faire travailler tout le monde à 34 degrés, donc sous un soleil ardent. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas dans l'après-midi? Vous allez faire le nettoyage du mobilier archéologique et vous allez commencer à faire le tri et l'étude du mobilier archéologique. Donc les journées, de toute façon, ici, les 2 ou 3 mois de fouilles vont être consacrés d'une part à la fouille archéologique elle-même, c'est-à-dire sur le terrain, et d'autre part au tri, au nettoyage et à l'étude du mobilier archéologique. Donc quelque chose qui se fait à l'extérieur et quelque chose qui se fera aussi à l'intérieur. Mais ça concerne 3 mois. N'empêche qu'après, il y a ce qu'on appelle le post-fouille, c'est-à-dire que vous avez rassemblé des données photographiques, vous avez fait des plans, vous avez fait des relevés. Tout cela, il va falloir que vous en fassiez la synthèse. Bref, il faut que vous rédigiez un rapport. N'empêche que pour rédiger un rapport, il va falloir que vous fassiez l'étude de tout le mobilier, de tout le matériel. Vous allez pouvoir vous faire aider par des spécialistes, mais n'empêche que c'est à vous de rédiger ce rapport. Ça, c'est le post-fouille, mais qui souvent peut durer aussi longtemps que les fouilles elles-mêmes. Et même parfois, il peut même durer beaucoup plus longtemps. Et là, par exemple, les collègues avec qui je travaille, ça fait depuis 4 mois qu'ils n'ont pas été sur un chantier de fouille parce qu'ils font le post-fouille. Et à l'issue du post-fouille, ils doivent rendre un rapport. Donc un rapport de fouille que vous pouvez consulter parce que désormais, tous ces rapports de fouille sont publics et désormais, ils sont tous mis en ligne. Donc vous pouvez aller sur le site du service régional d'archéologie pour consulter tous les rapports de fouille qui doivent être publics. Donc vous voyez que là, il faut raisonner en termes d'une année pour savoir quel est le travail type. Donc là, je parle des fouilleurs archéologues. Alors ça, c'est les fouilleurs archéologues. À côté de cela, vous avez tous les spécialistes dont je vous ai parlé. Donc les céramologues, les archéozoologues, les paléogénéticiens ici. Alors eux, ils vont venir sur le terrain, souvent pour aller voir exactement ce que sont les fouilles archéologiques, voir ce que sont les structures archéologiques. Ils vont récupérer le matériel, mais par contre, ils vont faire le travail en laboratoire. Ça veut dire que, par exemple, le travail de céramologue, c'est 9/10 du temps
en laboratoire d'archéologie, dans un dépôt de fouilles, par exemple. Et donc là, c'est 7 heures par jour en laboratoire. Donc il faut bien faire attention à cela. C'est-à-dire que si vous choisissez le métier d'archéozoologue ou de céramologue, vous travaillerez toujours à l'intérieur. Bon, il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres qui préfèrent travailler sur le terrain. Et alors, vous avez d'autres métiers. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des architectes spécialisés en archéologie. Ben là aussi, c'est encore une autre spécialité, mais des gens qui, du coup, doivent être aussi sur le terrain. Mais vous voyez bien qu'un architecte spécialisé en archéologie, lui, ne va pas fouiller. Il ne va pas fouiller. Par contre, il sera l'intermédiaire, évidemment le spécialiste qui est incontournable. Un archéologue n'a pas les connaissances en architecture qu'un professionnel. Et donc un architecte va souvent aider l'archéologue à faire les relevés en élévation, mais c'est surtout lui qui va faire l'interprétation avec l'archéologue. Donc là, vous avez une partie d'études sur le terrain, mais aussi d'études en laboratoire, en cabinet aussi, en cabinet d'architecture, par exemple. Mais ça veut dire que, pour résumer, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés en archéologie, mais qui ne fouillent pas, ou qui ne participent que très très peu, donc aux fouilles archéologiques. Mais en gros, voici, on va dire, les deux catégories de personnes. Ceux qui sont toujours sur le terrain, une partie du temps sur le terrain, ce sont les fouilleurs archéologues, dont les responsables d'opération, et les autres qui sont les spécialistes qui vont, eux, surtout travailler en laboratoire. Alors, à côté de cela, ça c'est, on va dire, la très grande majorité des archéologues. Moi, je dirais quoi 9/10 des archéologues, tous ceux qui font en particulier de l'archéologie préventive. À côté de cela, vous avez les gens comme moi qui sont à l'université et ceux qui sont au CNRS. Moi, à l'université, je dois la moitié de mon temps professionnel à l'enseignement et à l'administration, et l'autre moitié à ce qu'on appelle la recherche et à l'étude, soit sur le terrain, soit je vais exploiter les résultats de ceux qui travaillent sur le terrain, et donc je vais travailler avec eux. On fait aussi, c'est ce dont Jérôme Collivet vous a parlé tout à l'heure, on travaille en fait en collaboration avec beaucoup de gens parce que pour l'exploitation des résultats, à un moment donné, pour avoir du concret, pour passer de la théorie au concret, on va vouloir faire l'archéologie expérimentale. Et nous, c'est ce qu'on a développé depuis quelques années. Et donc, quand on travaille à partir de la céramique. Donc là, c'est toute une partie pour laquelle on est totalement incompétent. Moi, à l'origine, j'ai un profil de céramologue. Mais sauf que je suis céramologue, mais comme la plupart des céramologues, je ne sais pas faire de la poterie. Donc, vous voyez bien la différence. Et donc, du coup, là, ça fait depuis quelques années qu'avec Jérôme Collivet, on travaille ensemble. Non seulement il reproduit de la poterie, mais parfois, on est allé par exemple au musée de Pamar, puisqu'on a des superbes céramiques de l'âge du fer au musée de Pamar. Et moi, je ne sais pas comment elles sont fabriquées, ces belles céramiques de l'âge du fer. Donc j'ai besoin de l'œil, j'ai besoin ici de l'avis d'un potier. Et donc là, on travaille en collaboration avec différentes personnes. Donc voilà, en ce qui concerne ici les enseignants-chercheurs, voici les deux grandes catégories. Bon, en sachant que j'ai des collègues qui ont plein de spécialisations différentes. Il y en a qui sont spécialisés ils sont enseignants-chercheurs, mais spécialisés en archéologie sous-marine. Ils sont spécialisés dans les épaves. Moi, je suis enseignant-chercheur spécialisé pour les mondes pré-romains d'Italie et de Sardaigne. Voilà, mais ce qui ne m'empêche pas aussi de travailler parfois dans d'autres domaines. Et vous avez les gens du CNRS. Alors les gens du CNRS, eux, c'est pas si différent que ça, mais eux, donc, c'est l'intégralité de leur temps professionnel qui est consacré à la recherche. Je pense des choses quand même qui sont importantes à dire. D'abord, l'archéologie, y compris l'archéologie de terrain ou l'archéologie en laboratoire, c'est donc un métier où il y a beaucoup de femmes. Et je pense que c'est important à noter parce que, donc évidemment, ce n'est pas toujours le cas, et y compris des femmes qui occupent des postes à responsabilité. Et là non plus, ce n'est pas partout. Et là, ce n'est pas partout le cas. Et moi, par exemple, je vois qu'il y a de nombreuses femmes qui sont responsables d'opérations, de sites archéologiques. Nombreuses femmes qui sont responsables de laboratoire de restauration, laboratoire de céramologie et autres. Donc c'est un métier qui est très féminisé. Je pense qu'il y a moins d'hommes à travailler en archéologie actuellement, ce qui n'était pas le cas autrefois, une fois de plus, que de femmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir cette vision
donc d'avoir besoin de grosses brutes qui déplacent des brouettes qui sont remplies. Alors ça fait partie aussi du travail aussi, mais donc les femmes ont montré qu'elles étaient aussi capables, y compris du travail de force, qu'elles étaient aussi capables de le faire que les hommes, et en sachant que moi quand j'étais jeune étudiant à commencer en archéologie, c'était encore un milieu macho à l'époque, hein, du genre non, les brouettes, c'est pas les jeunes filles qui vont les transporter et autres. Oh là là, donc, mais donc c'est un travail qui actuellement, un milieu qui actuellement où les femmes jouent un rôle donc qui est très très important, mais avec aussi un problème, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes fouilleur archéologue, il arrive un âge où vous avez du mal. Et ça, je le vois, bah oui. Parce que quand vous arrivez à la quarantaine, par exemple, et que vous faites ça depuis déjà une quinzaine d'années, et que d'aller fouiller encore en ce moment, ça va, mais vous imaginez, donc au mois de décembre, au mois de janvier, et d'être avec une truelle, comme une pelle, et donc fouiller. Bref, tous ceux qui ont commencé, qui ont fait un choix différent de moi, donc moi j'ai choisi l'université, eux, ils ont choisi l'archéologie de terrain. La plupart de ceux qui ont mon âge et qui ont choisi l'archéologie de terrain actuellement ne font plus d'archéologie de terrain. C'est-à-dire, à partir d'un certain âge, ils ont choisi de faire autre chose. Beaucoup ont passé, par exemple, après une vie d'archéologue de 15 ans ou 20 ans, de passer, par exemple, les concours de l'éducation nationale, par exemple, ou des concours de municipalité ou de conseil général. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Hein, c'est qu'à un moment donné, forcément, on ne peut plus être sur le terrain. Donc, c'est difficile. Alors, pour des raisons, je dirais aussi des raisons physiques, mais aussi pour des raisons familiales. Parce que là aussi, que l'on soit un homme ou une femme, à partir du moment où vous avez donc des enfants et que vous devez aller fouiller 3 mois à 150 km de chez vous, et donc ne pouvoir revenir chez soi que le week-end, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont difficiles à vivre. Et que vous soyez, une fois de plus, un homme ou une femme, et que vous revenez chez vous, vous avez fouillé toute la semaine, je peux vous dire que vous êtes épuisé. Vous ne pouvez plus rien faire du week-end. Donc il y a cette dimension, je dirais, donc cette dimension humaine et donc familiale et professionnelle qui est très importante aussi à noter aussi. Ce qui veut dire qu'à partir d'un certain âge, beaucoup de personnes vont faire un autre choix. Alors, qui peuvent rester dans l'archéologie, mais du coup, ils vont choisir de travailler en laboratoire. Donc, par exemple, ou alors de faire un autre travail. Ça, c'est, je pense, important à noter.